Vous êtes à l'antenne de CFTM Canal 10 Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Pour votre plaisir et votre information, parle, jase. Votre co-animatrice pour aujourd'hui, Suzanne Lapointe. Bonsoir et bienvenue encore une fois à notre émission. Ce soir, une émission qui tourne, qui vole, qui saute, enfin, ça fait tout. Nos invités, Gilles Gagné, Jimmy Vieux, Huguette Renaud et Monseigneur Robert Lebel. Et voici maintenant notre animateur, Réal Giguère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, Suzanne. Bienvenue à cette présentation de Parle, Jazz. Nous avons une émission très chargée ce soir, mais des plus intéressantes. Nous allons accueillir le nouvel évêque de Valleyfield pour connaître la plus récente position de l'Assemblée des évêques de la province de Québec sur l'avortement. Également, nous allons accueillir un ufologue, un spécialiste des choses ésotériques. Il est aussi un spécialiste de l'écriture parce qu'il a plus de 75 bouquins à son crédit sur de la science-fiction, mais aussi sur un aspect scientifique de la possibilité de visiteurs de l'étranger sur notre planète Terre. Je sais que ça intéresse toujours les gens. Vous allez l'apprécier car il a des révélations assez sensationnelles à nous faire. Parmi nos invités, Huguette Renaud, qui fait en quelque sorte un retour après une absence d'une année et demie. Elle revient, elle a enregistré dernièrement un 45 tours qui marche bien et elle va nous interpréter une chanson tout en causant avec nous. Et également une parade de mode, et en plus d'une parade de mode, une démonstration d'un spécialiste photographe des poses de la mode. Vous savez que c'est un art. Rarement on voit ça à la télévision, bien sûr, ce qui se passe dans les studios afin de produire toutes ces belles photos couleurs dans les différentes revues spécialisées. Il faut travailler rapidement, assurément et avec un art bien précis. C'est un caméraman spécialiste américain qui est de passage à Montréal. Et c'est Gilles Gagné qui fera les commentaires de notre défilé de mode. Donc une émission qui promet énormément, mais comme c'est la coutume, quelques messages d'intérêt pour vous tous. D'être comme une carte de mode, Marie-Lou. C'est le bon moment, c'est important, mais t'as pas de content. Perds pas la carte, Marie-Lou. Mets ça sur la carte et donne la carte à Timothée. C'est le moment, c'est important. Mettez ça sur votre carte Eaton. Eaton, tant qu'il va dans la ville. Eaton, magazine est tranquille. Avec la carte Eaton, la carte Timothée. Dis-moi qui la boit et je te dirai ce qu'elle est. À qui n'admet aucun compromis, Brador s'impose par la haute qualité de ses ingrédients, par sa fermentation spéciale, sa maturation prolongée, sa saveur fraîche et veloutée. À notre avis, il ne se fait pas mieux dans le monde entier. Dégustez une grande boisson, Brador, la plus que bière signée Molson. Je vous présente Louise Tremblay, cliente difficile. Je vous écoute, Highgrade. Dites-moi pourquoi j'achèterais vos viandes préparées tranchées. Eh bien, Louise... Madame Tremblay. À cause du choix, Madame Tremblay. Il en existe 16 différents. Le choix n'est pas tout. À la fraîcheur, alors. Les viandes préparées tranchées à Highgrade sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent. Et plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches, c'est ça. Ben, que dites-vous de notre nouveau sachet refermable garde-bon qui vous aide à les garder fraîches, hein, Madame Tremblay? Appelez-moi Louise. Savez-vous que dans le monde, plus de 250 000 coiffeurs ont confiance en L'Oréal pour la coloration de vos cheveux? Je lui fais confiance, moi aussi. Regardez, couleur resplendissante, cheveux plus doux, plus brillants, plus soyeux que jamais, avec beaucoup plus de corps aussi. L'Oréal coûte un peu plus cher, c'est vrai. Mais je me dis ceci, je le mérite bien. Vous aussi, n'est-ce pas? L'Oréal, 250 000 coiffeurs ne peuvent pas se tromper. On vous parle souvent à l'émission
de cette popularité. Et je pense que c'est mondial d'ailleurs pour les choses ésotériques, le paranormal et tout ça, et particulièrement en ce qui a trait aux ovnis. Vous savez, ces objets non identifiés, les Américains appellent ça des UFO et tout ça. On a vraiment un spécialiste avec nous ce soir. Comme je le disais, c'est un écrivain qui est très productif. Il a beaucoup de livres. Les plus récents, justement, dans la collection de l'Omnium littéraire, sont Blackout sur les soucoupes volantes. Ensuite, il a écrit Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, et un récent livre qui sont des expériences parapsychologiques personnelles. Ça s'appelle Le livre du paranormal. On accueille donc cet auteur, M. Jimmy Dieu. C'est que vous qui avez l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, vous devez réaliser que c'est un phénomène mondial, cet intérêt pour toutes ces choses paranormales et particulièrement pour la possibilité de vie sur d'autres planètes et aussi la possibilité de visiteurs de d'autres planètes sur la Terre. Est-ce que c'est mondial cet intérêt? C'est tout à fait mondial, planétaire, et cela remonte, enfin le terme soucoupe volante ou UFO, remonte au 24 juin 1947. Mais le phénomène lui-même, c'est-à-dire la visite de ces engins sur notre monde, est infiniment plus éloigné dans le temps. On retrouve des traces de ces engins au cours des siècles. Il y a une recrudescence importante sous le règne de Charlemagne qui édicta des lois contre les tyrans de l'air. Dans ces capitulaires, c'est historique, c'est établi, c'est irréfutable. Ça n'est pas de la science-fiction. Et dans un passé plus lointain encore, il y avait de très nombreuses observations qui ont été consignées, non pas toujours dans les écrits, mais dans les traditions de tous les peuples de la Terre. On peut dire que les traditions, ce sont des choses, des racontards. Cependant, il y a une concordance, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, dans la plupart des civilisations anciennes, chez tous les peuples, qui s'accordent à décrire des phénomènes identiques. Oui. C'est extrêmement troublant. Même dans la Bible, d'ailleurs. Même dans la Bible. Certains passages qu'on explique mal, quoi. Vous savez, on a beau dire que la Bible possède plusieurs clés. En ce qui nous concerne, nous, les ufologues ou les marginaux, il y a une clé qui nous intéresse beaucoup, c'est le 6e verset de la Genèse qui dit ceci. En ce temps-là, les fils des dieux, car j'ouvre une parenthèse, Elohim, c'est un pluriel, Dieu, les dieux. Les fils des dieux vinrent sur la terre, être vers belles, les filles des hommes. Ils en prirent pour femmes, et elles leur donnèrent des enfants, qui furent les géants, ces héros fameux de l'Antiquité. Donc, si, voici 4, 5, 6 000 ans, des êtres comme vous et moi sont venus sur la terre, et qu'ils ont connu bibliquement des terriens, et qu'ils leur ont donné des enfants, c'est que physiologiquement, ils étaient identiques à nous. Ces êtres se sont établis sur la terre, ont aidé nos ancêtres à progresser, et comme les peuples de l'époque étaient des nomades, et comme il n'est pas possible d'éduquer des nomades, il fallait les fixer. Il y avait un moyen extraordinaire, c'était de les empêcher d'avoir faim. Ils ont créé ces instructeurs venus d'ailleurs à l'agriculture. Ils ont apporté à l'ancien continent, n'est-ce pas, à nos ancêtres judéo-chrétiens, ils ont apporté le blé. Le blé est présenté comme une plante, c'est un don du ciel. Et les Grecs en ont fait la déesse Cérès, céréale, puis Déméter. Alors c'est facile de dire que c'est un don des dieux, etc. Mais on peut le prouver, car il y a sûrement des biologistes qui nous écoutent en ce moment, particulièrement des biologistes qui s'occupent de végétaux, de botanique. Il n'existe pas sur notre planète du blé sauvage, c'est-à-dire la plante initiale à partir de laquelle nos froments, nos éléments, nos céréales sont nés. Ça n'existe pas. L'espèce la plus voisine du blé sauvage, c'est l'Aegilops triticioide. Mais c'est encore loin d'être le blé sauvage. Ce qui est vrai pour nous, Européens, est vrai aussi pour l'Asie, où les dieux, entre guillemets, n'ont pas apporté du blé, mais du riz. Il n'existe pas de riz sauvage. Il n'existe pas de maïs sauvage, qui, en Amérique du Sud, a été apporté aussi par les dieux, entre guillemets. Alors vous abondez dans cette théorie-là. Absolument. Nous avons été visités il y a des siècles et des siècles. Et un peu et que ça se perpétue de nos jours. C'est ce que nous allons parler un instant. Exactement. Vous avez parlé tantôt justement de science-fiction. Vous êtes également un spécialiste de la science-fiction. Il y a toute une série, Les fugitifs de Svolna, L'exilé du Xantar, Les pièges de Kundra. Ça, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Il y a plus de 80 titres parus. Mais dans votre œuvre, dans votre carrière, il arrive un moment où il y a la recherche scientifique, puisque vous faites partie d'une commission de recherche internationale sur les ovnis. Exactement, c'est la commission d'enquête Ouranos qui a été fondée à Paris par Marc Thirouin, un avocat qui est mort depuis,
en 1951. Et j'ai été nommé chef du service d'enquête de cette commission en 1953. Ça fait donc 23 ans. Évidemment, les éléments les plus importants, les enquêtes les plus spectaculaires me sont passés entre les mains. J'ai personnellement vérifié certaines de ces enquêtes. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un ovni? Oui, comme des millions d'autres terriens. Le dernier objet que j'ai vu à 3 reprises des ovnis, malheureusement simplement en vol. Je n'ai pas eu la chance de voir un atterrissage, car il y a eu des milliers et des milliers d'atterrissages de par le monde. J'étais en Provence, dans le sud de la France, une sphère de métal très brillante, c'était en plein jour, c'était vers les 7h30, 8h du soir, au mois d'août, donc en plein jour. Et cette sphère se déplaçait horizontalement, une vitesse relativement lente. Elle a amorcé une descente à la verticale. Et alors, de cette sphère sont partis 2 faisceaux de lumière courbe. Je dis bien de lumière courbe. Hein? Un peu comme si ces spots, ces projecteurs, brusquement, bon, ça n'est pas possible chez nous, terriens. N'est-ce pas? Aux dernières nouvelles, on n'a pas eu ça à notre édition. Et puis alors, ça affolerait notre ami éclairagiste. Cette lumière s'arrêtait net, brutalement, comme si elle était canalisée dans des tubes en plastique. Ce qui n'est pas possible pour nous non plus, terriens. Et entre ces 2 faisceaux de lumière courbe, semblaient tomber, mon Dieu, imaginez des morceaux de papier enflammés. J'ai vu ça, j'étais avec ma femme, je l'ai vu pendant 40 secondes, 1 minute peut-être maximum, mais c'est quand même long. Alors ces phénomènes ont été constatés. Je vous concède, M. Guilleux, comme vous avez dit tantôt, qu'il y a des millions de personnes qui disent avoir vu ou qui prétendent ou qui ont vu peut-être des phénomènes comme ça. Mais le problème réside toujours à faire la preuve, quoi. Et la question rituelle qu'on pose à des gens comme vous, les ufologues, si nous sommes visités plus ou moins fréquemment par des extraterrestres, comment se fait-il que nous ne sommes pas en communication, qui n'ont pas tenté de prouver leur existence, soit en atterrissant, soit en communiquant avec toute la gamme des ondes? Quelle est votre théorie là-dessus? Pourquoi n'entrent-ils pas en communication? Alors d'abord, au second volet de votre question, je réponds, ils ont atterri, bien des fois, bien des fois. Il existe des milliers de cas d'atterrissage qui ont été bien observés, qui ont été bien décrits, tant par le brave paysan du fin fond du Portugal que par l'ingénieur électricien ou électronicien. Nous avons dans nos dossiers des témoignages qui coïncident, n'est-ce pas? À moins, évidemment, que l'ingénieur électronicien du Canada ou de Belgique ou d'Espagne ait été le complice d'un brave paysan du fin fond du Portugal ou de l'Italie du Sud, ce qui est peu probable. Pourquoi ne prennent-ils pas contact avec nous? Alors je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, dans la Bible. Si ces êtres sont venus, comme nous le pensons, s'installer sur la Terre pendant un certain temps, puisqu'ils ont procréé il y a plusieurs milliers d'années, s'ils ont fait de la Terre une sorte de laboratoire, s'ils ont canalisé les terriens sur une voie en leur donnant des consignes, ils ont d'abord amené une chose fantastique, c'est le monothéisme. À l'époque, il y avait 36 dieux. Ils leur ont dit, il n'y en a qu'un. C'était déjà une révolution. Ensuite, ils leur ont apporté le blé, qui les empêcha d'avoir faim. Ils ont donc aidé les terriens, ils ont été bons pour nous. Ils sont repartis, et périodiquement, ils viennent, ils font un petit tour, ils surveillent. Ils ont donné des consignes également, des règles, de lois. Disons, si vous voulez, le décalogue, les 10 commandements, pour ce qui concerne les Occidentaux. Ils ont donné des consignes également en Asie et en Amérique du Sud, chez les précolombiens, qui ont été plus ou moins respectés. Mais nous, les Occidentaux, les terriens, disons, évolués, je ne suis pas convaincu, mais pas du tout convaincu que nous ayons respecté leurs consignes de paix et d'amour des uns envers les autres. C'est justement le moment de venir nous le dire. Eh bien, pourquoi reste-t-il dans le silence à ce moment-là? Mais ils ne restent pas dans le silence. Ils ont une approche qui est différente de celle que nous aurions conçue, nous, terriens, si nous avions exploré d'autres mondes habités. Je pense qu'ils sont très prudents et peut-être qu'ils nous laissent encore la bride sur le coup pour voir jusqu'où nous pouvons aller trop loin. Et vous pensez qu'un jour, ils vont intervenir pour remettre de l'ordre dans ce chaos qui est notre globe? Écoutez, je ne l'affirme pas, je le pense, à défaut de pouvoir le prouver. Je pense qu'ils vont venir mettre de l'ordre un jour. Alors l'alternative est la suivante. Ou bien, ils nous laissent, vous voudrez bien excuser la crudité de mes termes, nous casser la figure, hein, en notre civilisation, l'inversion des valeurs à laquelle nous assistons, la pollution qui est délirante à l'échelle de la planète. Nous avons un monde merveilleux, nous l'avons pourri. Ou bien ils nous laissent nous casser la figure et ils récupèrent les survivants pour les aider à regravir la pente, ou ils interviennent avant. Je crois qu'elle est là l'alternative.
Et s'ils interviennent avant... Je reviens sur un point qui m'a frappé tantôt. Vous avez parlé de procréation par les extraterrestres avec des gens de la Terre. Et vous avez tiré une conclusion biologique en disant ils ont certainement un système physiologique similaire au nôtre. Comment expliquez-vous ce qu'on voit dans les enquêtes, que les fameux fermiers dont vous faites allusion voient des petits hommes verts avec des yeux rouges, qui sont grands, petits, 3 mains, 4 yeux. De quelle façon voyez-vous ça? Bon, est-ce que l'imagination de l'être humain rentre en ligne de compte? Ou voyez-vous l'extraterrestre comme nous? D'abord, je voudrais détruire un mythe. Les petits hommes verts, les Little Green Men, c'est une invention de Fletcher Pratt, qui était un journaliste américain. Il a lancé cette chose-là en 1948. Il n'y a pas de petits hommes verts. Il y a des petits hommes. Ils ne sont pas verts. Parfois, ils sont un peu olivâtres, mais ils ne sont pas verts. On estime qu'il existe 18 types différents d'individus, de type humanoïde qui nous visitent. Parce que nous avons pu établir, aussi bien nos confrères américains que nos confrères européens ou asiatiques, nous sommes tous d'accord sur un portrait robot de 18 types différents, dont la taille varie de 70 à 80 cm jusqu'à 3 mètres 40. 3 mètres 40. Et ce sont des individus... Des hommes de 10 pieds, quoi. 10 pieds bon poids, oui, c'est ça. Il y a une chose qui me frustre, vous parlez jamais de femmes dans ces êtres extraterrestres. Chère Suzanne, j'attendais la fin de notre ami réal pour vous attaquer sur ce sujet, car grâce à Dieu, il y a aussi de gentils extraterrestres. Ah bon. Il y a donc 18 types d'individus qui ont été remarqués, qui ont été décrits minutieusement par quantité de témoins. Des témoins qui se chiffrent par milliers tout de même, ne se connaissant pas entre eux. Et l'on a observé plus rarement, effectivement, des extraterrestres au féminin. Oui. Qu'est-ce que vous avez l'air? Alors, une vous ressemblait, elle était grande, blonde et belle. Et puis, il y en avait une qui n'était pas... Est-ce qu'il avait des cornes? Pas du tout. Il y en avait une, alors, c'est plus troublant encore, car l'enquête a été menée très sérieusement au Brésil par le docteur Olavo Fontes, qui est l'une des 15 ou 16 victimes de ceux qui en savaient trop, n'est-ce pas? On l'a assassiné. C'était un médecin brésilien spécialisé dans les effets physiques reçus par les terriens en contact des extraterrestres ou de leurs engins. L'enquête de Olavo Fontes a été supervisée par Alan Hynek, qui est un éminent savant américain et qui a été consultant auprès de l'Air Force, qui a laissé tomber l'Air Force parce qu'on voulait lui faire dire des choses qui n'étaient pas vraies. Il a eu l'honnêteté intellectuelle de se retirer du fameux rapport qu'on donne, qui était une véritable forfaiture. Et avec lui, se sont retirés David Saunders et James McDonald, que l'on a suicidé, entre guillemets, également. Parce qu'il y a pas mal de victimes parmi les ufologues. Mais à abonder dans la théorie que les gouvernements volontairement tiennent les gens dans l'ignorance concernant les UFO. C'est ça, mais je ne dis pas que ce sont les gouvernements qui ont fait assassiner ces gens qui en savaient trop. C'est peut-être autre chose, plus mystérieux encore, qui n'a rien à voir avec les extraterrestres. Donc, au Brésil, je vais devoir abréger, bien sûr, je vais être bref, comme disait Pépin, il y a eu un témoignage particulièrement intéressant, relaté par Antonio Villas-Boas, qui est un jeune Brésilien de 25 ans, qui a été enlevé pendant 4 heures par l'un de ses engins, et on l'a, je résume, forcé à connaître bibliquement une extraterrestre qui mesurait 1,30 m, 1,40 m, qui avait les cheveux cendrés, qui était apparue dans le plus simple appareil. 2 choses l'avaient choqué. Quand il a touché son visage, il a été effrayé de constater qu'elle n'avait pas de support osseux ici. Il n'y avait pas d'os. Autre chose qui l'a surpris, c'est la pilosité de cette créature venue d'ailleurs, qui avait une pilosité couleur de rubis, extrêmement rouge. Vous parlez de beaucoup de poils. C'est ça. Non, uniquement dans les zones génitales. Uniquement. Donc, à 2 reprises, il a honoré cette dame venue d'ailleurs, et elle est repartie. Elle lui a montré son abdomen. Elle a montré ensuite le toit, si vous voulez, d'engin, le plafond de l'engin, et apparemment cela voulait dire que le fruit de leur rencontre naîtrait ailleurs. Alors, évidemment, on peut avoir inventé cette histoire, mais Olavo Fontes a questionné sous hypnose, et ensuite sous peine totale,
en présence de Alan Hynek, cet individu, et chaque fois il a répété la même chose. Donc il n'a pas pu mentir. Malheureusement, on doit s'arrêter, Monsieur Dieu, mais quitte à vous revoir très bientôt à notre émission Parle Jazz. Entre-temps, merci pour ces précisions. Je voudrais, si vous le permettez, une petite seconde, signaler que vendredi prochain, à 17h, je rencontrerai le public de Montréal et je dédicacerai mes ouvrages du Fleuve Noir et des documentaires. Dans le cadre de la Foire internationale du livre Elle sera terminée. Ce sera le complexe Desjardins, Librerie Garneau. Alors vous serez là? Je serai là. En personne, comme on dit. En personne, en chair et en os. Merci, Monsieur Guy. Restez là. On regarde quelques messages. Dans 2 minutes, on accueille Huguette Reynaud. Restez avec nous. Durant des années, l'industrie pétrolière du Canada a pu satisfaire tous les besoins et même prévoir pour l'avenir. Pour les compagnies comme Gulf Canada, par exemple, c'était à la fois une excellente occasion et un risque. Aujourd'hui, au Canada, les réserves de pétrole diminuent constamment. Cela veut donc dire que les coûts et les risques sont plus élevés que jamais. Gulf Canada est consciente de ce phénomène et aussi de sa responsabilité envers le Canada et tous les Canadiens. C'est pourquoi, durant les 3 prochaines années, Gulf Canada investira plus de 900 millions de dollars en recherche et en exploitation de nouvelles ressources énergétiques. De l'énergie, il y en a. Et si en tant qu'entreprise pétrolière, nous assumons nos responsabilités dès maintenant, il est probable que demain nous soyons tous aussi comblés que nous le sommes aujourd'hui. Gulf, en quête d'énergie, dès aujourd'hui pour demain. Je vous présente Carole Leroy, cliente difficile. Je connais le jambon. Est-ce que High Grade connaît le jambon? Eh bien, Madame Leroy, voici 2 jambons des OC High Grade. Notre jambon mignon et notre jambon la chaumière préglacé. Ils sont prêts à servir chaud ou froid. Sont-ils beaux à votre goût? Ce n'est pas tout d'être beau, jeune homme. Sont-ils maigres? Mais ils sont pas de plus maigres. Et rappelez-vous, ils sont plus frais parce que plus de gens en mangent et plus de gens en mangent parce qu'ils sont plus frais. Vous êtes charmant, jeune homme. Et vous connaissez le jambon? Les Olympiques nous amènent de la grande visite. Des gens de partout. Et du monde à connaître. On est 6 millions, faut se parler. David Thiaw, Sénégal. À bientôt au Québec. Fritz Mondorf connaît déjà le Québec. Frank Gardner, Cincinnati. Attention, Montréal, on s'en vient. Nous accueillons maintenant une jeune chanteuse qui est courageuse. C'est vrai qu'elle a eu un tas d'ennuis depuis quelque temps. D'ailleurs, on va en parler, mais auparavant, j'aimerais souligner qu'elle est bien déterminée puisqu'elle se relance, pour ainsi dire, dans sa carrière. Elle vient d'enregistrer un disque, 45 tours, qui marche bien. On lui a demandé justement de nous interpréter la mélodie qui a servi à cet enregistrement. Ça s'intitule « Ma vie, c'est une chanson ». Voici Huguette Reynaud. Les années ont passé depuis que l'on s'est quitté, mais malgré tout ce temps, on n'oublie pas, car tous ceux qui sont nos amis font partie de notre vie, et quoi qu'il arrive, on n'y peut rien changer. Ma vie c'est une chanson que je chante à ma façon, comme un enfant qui chante sa joie. Ma vie c'est une chanson pour les filles et les garçons, car mon bonheur c'est d'être près de toi. Il suffit de quelques mots, d'une musique et d'un piano, et voilà la chanson qui prend forme. Et quand j'entends la mélodie, je me sens comme au paradis. Sans un mot, je pars, mais pour le bout du monde. Ma vie c'est une chanson que je chante à ma façon, comme un enfant qui chante sa joie. Ma vie c'est une
Est-ce que votre vie, c'est une chanson? Ah oui, oui, oui. Oui. Maintenant, oui. C'est un vrai roman, quoi. Oui, c'est un en roman. chanson. Oui. Comment allez-vous? Bien, 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 en pleine forme. Pleine forme, à tout point de vue? Point de vue, je viens de perdre 60 livres. 60 livres? 57. Ah, la Avec félicitation. notre ami le Dr. Colbron? Oui, exactement. Ça prend du courage, ça, de la détermination. Bien, ça prend du courage pour partir. Un coup qu'on est parti... On s'encourage, oui. oui. Mais c'est de perdre les dernières livres hein, qui est difficile. Oui, on est moins Parce que motivés, j'étais à 202 livres. Ça va bien. Pour un père de 30, 40, ça va Tout bien. ça dans le but de relancer votre carrière? Oui, dans le but de changer mon physique. Et puis, je me sentais pas bien dans ma peau. C'est ça, c'est important, ça aussi. Exactement. Ouais. Vous avez été longtemps inactive par un concours de circonstances. Il y a eu toutes sortes de complications Oui. depuis votre tragique incident, là où vous êtes fait tirer dans ça. un bras. L'année passée, j'étais opérée pour la dernière fois. Oui. Puis ça a très, très bien réussi. Alors, c'est ce qui m'a encouragée en plus à me faire maigrir, parce que mon bras me donnait un certain complexe. Puis plus que je maigris, moins que j'ai de complexe. Oui. Vous avez dû porter un plâtre pendant assez longtemps? Tout l'été. L'été dernier? Oui. Ça, c'est pas facile. Jusqu'au 23 septembre. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, Huguette? Du tout. Vous avez pensé à abandonner pas votre cette carrière? opération, Non? Non. Quand j'ai abandonné ma carrière, oui, un peu, parce que, je veux dire, j'étais inactive 1 an et demi. Oui. Mais là, ça fait déjà 6 mois que je travaille tout le spectacle. Je suis avec une équipe formidable. Et puis tout ça, j'ai Georges Tremblay, j'ai Madame Daniel, j'ai une équipe formidable. Alors, je ne peux pas demander mieux. Il y a une question que bien des gens se posent, en somme. Est-ce que le fait d'avoir une sœur aussi célèbre, Ginette Renault, en somme, est-ce que c'est plus difficile pour vous de faire carrière? Y a-t-il compétition entre les deux sœurs? De quelle façon vous voyez ça? Compétition, non. Parce que première des choses, mon spectacle est tout changé. J'ai tout changé maintenant, toutes mes choses. Je dis, j'ai bien maigri. Je dis pas ça par méchanceté non plus. Mais il y a eu une chose qui a été toujours un mauvais entendu, c'est que on a toujours marqué dans les journaux des rivalités entre Ginette et moi, chose qui n'a jamais existé. Des inventions, ça. Oui, c'est que, étant donné que Ginette avait ses occupations, j'avais les miennes, alors on ne pouvait pas du tout se contacter. Est-ce qu'elle vous a encouragé à faire carrière? Maintenant qu'elle est partie, quand elle vient ici à Montréal, elle me téléphone régulièrement. Même lundi, elle partait pour Québec et puis elle m'a téléphoné lundi, justement parce qu'elle veut suivre une diète. Ah et oui? Puis, oui. Et j'espère pour elle qu'elle va la suivre. Et puis, elle m'a fait même un cadeau pour m'encourager, pour recommencer, pour pouvoir faire des vocalises, que ma voix redevienne, parce qu'après 1 an et demi d'absence, on a beaucoup de difficultés. Et puis, elle m'a donné un piano. Sans blague, c'est merveilleux, ça. Elle m'a donné une bague à diamant pour Noël. Eh là là! Ben là, ça, Il n'y a jamais eu de rivalité. on dissipe toutes ces rumeurs et ces non, c'est candidatons. complètement faux. Vous entendez bien? Surtout maintenant, ça va aller beaucoup mieux, du moins j'espère pour moi. Puis j'espère bien que le public va bien m'encourager parce que Ginette n'est pas ici, ensemble. Elle fait Ginette carrière à l'étranger. Exactement. Huguette, vous semblez avoir énormément de courage et puis de force de caractère. Vous et aussi Ginette, est-ce que c'est de famille? Est-ce que ça vient de vos parents? Oui. Ginette est un taureau, puis je suis un bélier. Ginette est taureau ascendant bélier, moi je suis bélier ascendant bélier. Mais on a des caractères totalement différents, Ginette et moi. Mais vous êtes très on fort. fonde, très, très fort de caractère. C'est que on ne se laisse pas abattre. Vous êtes optimiste de nature. Beaucoup, oui. Beaucoup, C'est important dans ce métier-là. Oui. Hein? Oui, très, très important. Oui. Alors, tout va bien? Tout va bien. Le disque se vend bien, tout ça? Tout va bien. Là, vous reprenez les spectacles bientôt, au cours de l'été? Oui, le mois prochain, je commence à Pointe-Calumet. On va vous souhaiter... J'ai d'ouvrages plus que je suis capable d'en faire. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance, Huguette. Merci bien. On regarde quelques messages et ensuite nous allons parler de mode en vous présentant un défilé avec Gilles Gagné. On vous invite à rester en place, messieurs, dames. Voici la nouvelle boîte de Kool-Aid. Le mélange Kool-Aid pré-sucré vous est désormais offert en boîte. Et une boîte de Kool-Aid vous donne plus à boire qu'une caisse de boisson gazeuse. Pour une fraction du prix. Limonade, raisin, fraises et oranges déjà sucrées, mesurées et mélangées. La nouvelle boîte de Kool-Aid mélange pour boisson douce vous donne plus à boire qu'une caisse de boisson gazeuse. Pour une fraction du prix. Maman, j'ai soif. On l'entend souvent, cette phrase-là, vous ne trouvez pas? C'est que on ne peut pas leur donner n'importe quoi. Un bon petit goût qu'on connaît bien.
Canada Dry, c'est le champagne de ginger ale. On y vient pour la soif, on y revient pour le plaisir. Oh! Canada Dry, c'est le champagne de ginger ale. Je suis en train de manger une nouvelle pizza congelée Deep and Delicious de McCain. Une vraie pizza de restaurant, prête en 15 minutes. Pour vous tenter encore plus, McCain vous remboursera $1 si vous lui envoyez les rondelles jaunes de 2 pizzas Deep and Delicious, n'importe lesquelles. La nouvelle pizza McCain en format familial ou individuel, c'est une vraie pizza de restaurant dans votre congélateur. Vraiment, moi, manger quand le monde me regarde. Je suis votre mère et je vous aime. Tu n'es pas ma mère. Ce sont bien des saucisses fumées high grade, n'est-ce pas? Ouais. Et ça, c'est un pain hot dog, non? Ouais. Et puis, est-ce que je ne viens pas de préparer pour vous des hot dogs high grade frais, savoureux, ceux que les enfants aiment tant? Ouais. Donc, je suis votre mère. Votre père? Non. High grade, plus de bonnes saucisses high grade. Plus fraîches parce que plus de gens mangent. Plus de gens mangent parce qu'elles sont plus fraîches. Votre ami! Nous allons parler de mode, de photographes et de mannequins. Pour nous en parler en détail, voici Gilles Gagné qui nous visite ce soir. Monsieur, vous êtes en pleine forme? Ben oui, je suis plein de vitalité de ce temps-là. Parce que vous êtes heureux, de bonne humeur, les choses vont bien? Ben ça va bien. On vient de terminer des défilés au Salon de la Femme, comme vous savez. Il paraît que c'est un succès. Ça a bien sensationnel. Non, sérieusement, on a eu d'excellents échos, bonnes critiques aussi. C'était très difficile parce que c'était un défilé très français. Tu montais très vite comme ça. Oui. Alors, avec les vêtements de Juste de Paris, on a présenté 50 modèles tous les soirs, tous les après-midi, tout ça. Oui. Est-ce que vous présentez vos propres créations de temps à autre? Oui, rarement. Pourquoi? Rarement. Ben non, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas de mode. Je ne fais presque plus de mode. Je fais beaucoup de décorations. Oui. Mais là, je viens de signer avec la maison Chemsi Importation qui représente Juste de Paris une collection que je vais présenter en septembre aux acheteurs de chandail, des pulls. Alors, et qui va être présenté évidemment à New York et à Montréal également. Viendrez nous. Oh, oui. Ça, des chandails, et des pulls, mais ça prend énormément de discipline. Oui, oui. Qui n'aime pas ça? Mais ça prend beaucoup de discipline pour travailler. C'est très difficile. Oui, oui. Ça prend une force. En parlant de discipline, on a très souvent parlé de mode avec vous, mais rarement, je pense qu'on parle de la photographie de mode et du travail des mannequins comme tels, qui sont vraiment des spécialités dans la haute couture. Ben, moi, je connais personnellement Francesco Scabullo, qui est directeur du Vogue Magazine pour les photos, et qui fait des photos qu'on a vu d'ailleurs dans le film avec Margot Hemingway. Je ne sais pas si vous avez vu le film, ça s'appelle Lipstick, je crois. Oui, oui. Et Margot Hemingway qui jouait dans ce film-là. On voyait des séances de photos comme nous allons voir là, avec les mannequins de... C'est Fred Carter, qui est un photographe américain qui est mode venu à américain. Montréal. D'ailleurs, il a écrit un livre ici pour les mannequins principalement, c'est Free and Easy. Et ça donne un peu la recette magique que l'on va voir, comment prendre 60 photos en 26 secondes. Pour quelle raison doit-on travailler aussi vite que ça, Gilles? C'est pour regarder l'expression du mannequin ou... Ben, c'est très simple. D'abord, c'est la souplesse du mannequin. Le mannequin doit être très souple devant la caméra. Ah bon? Il doit s'oublier complètement. Ça, c'est très important. Oui. De naturel à la photo. Exactement. Puis à part ça, Suzanne, il y a beaucoup de défilés. Il y a toutes sortes de défilés de mode. Vous savez, on ne présente pas un vêtement prêt-à-porter comme on présente un vêtement de couture. Vous savez, c'est pas pour la cliente, par exemple, la cliente de 70 ans qui est assise avec son chéquier chez Dior, on ne peut pas présenter, vous savez, une collection prêt-à-porter très vite. La cliente va vraiment voir tranquillement le vêtement qui va lui aller. On va regarder cette démonstration. Il s'agit de Fred Carter qui est invité justement à Montréal pour présenter son livre et sa méthode par l'agence Rainbow avec les mannequins de l'agence Rainbow et le caméraman en question. Voici assez impressionnant, 60 photos de mode en 26 secondes. Fred Carter.
left. Good. Beautiful. Do it some more. Oh, let me come close to you now. Beautiful. A little more now. Beautiful. Oh, Mundi. Garance Import et des chaussures Betty Shoes. Oui, pour les besoins de la démonstration, bien entendu, on a dépassé les 60 photos en 26 secondes, mais dans les premières 26 secondes, là, le caméraman en question peut prendre 60 photos pour garder cette spontanéité dont vous parliez tantôt. Est-ce qu'on a d'autres mannequins avec d'autres vêtements à présenter? Maintenant, on va demander à Gilles. Oui, on va présenter d'ailleurs la collection Jousse de Paris, qui est d'abord une maison qui est établie en Europe depuis 120 ans. Ah, c'est une très vieille maison de père en fils, Jousse de Paris. Est-ce que c'est la plus vieille maison de haute couture? Non, il y en a beaucoup, évidemment. Vous voulez dire qu'il est établi en Corse? Oui. Ce n'est pas de la haute couture réelle, c'est du prêt-à-porter. Mais dans le temps, évidemment, dans les années, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Alors, il faisait, évidemment, des vêtements comme ça de couture. Mais c'est une très, très bonne maison, et c'est pour ça que j'ai voulu m'affilier à eux avec Chemisy Importation pour signer cette collection de pulls dont nous allons présenter en septembre aux acheteurs américains et montréalais. D'accord. Si nous sommes prêts, voici quelques mannequins de l'agence Rainbow. C'est très détendu, c'est très joli, c'est frais. Mais vous savez, les t-shirts réels? J'adore ça, j'adore ça. C'est très estival. C'est safari, les couleurs safari. C'est la grande mode, les tuniques avec le pantalon dessous cette année. Hein? Oui. Ça, j'aime beaucoup les teints. D'ailleurs, c'est des cotons. C'est dessiné par Anne Dupuis, c'est une jeune femme de 29 ans, qui dessine à Paris des draps également. Et elle fait des vêtements très simples, très détendus pour la jeune femme qui bouge. C'est des vêtements de coton. La collection d'automne-hiver est très bien également. Ça, c'est la combinaison que Jean Morin appelle la combinaison de garage. Enfin, ça, je trouve ça très joli. C'est inspiré un peu. Oui, sûrement. C'est très frais et très joli. Il y en a pour les hommes des combinaisons comme ça? Oui, c'est pour le travail, hein, c'est pas pour les vacances. Non, je trouve ça le fun. C'est amusant, ça? Oui. Les grands sacs Jousse sont bien amusants. Jousse, oui, c'est frais, mais c'est très joli. Gilles, rapidement, en terminant, est-ce que vous avez eu des commentaires sur votre liste des femmes les plus mal habillées que vous avez publiées dernièrement? Oui. D'ailleurs, je peux entre parenthèses, d'abord, je vous ai mis dans les plus élégants. Non, mais je ne vous pose pas la question. Non, mais je veux le dire parce que vous savez, Réal est très humble, hein, vous le saviez? Je le sais. Alors, je vous trouve très élégant. C'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre dedans. C'est simple. Non. Vous avez d'autres critiques? Il n'y a pas de femmes qui vous ont égratigné encore? Non, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Ça a bien été pour ça. D'accord. On a un autre mannequin. Oui, alors c'est l'ensemble encore de Jousse, qui est en vente dans tous les magasins du Canada ici. Alors c'est des turquoises, des cotons. C'est frais, c'est très simple, c'est frais. Vous savez, la mode aujourd'hui, les gens veulent être simples dans le vêtement. Ils ne veulent pas être confortables. C'est très important parce que les gens... abonder dans ce sens-là, vous aussi. Oui, exactement. Parce que tu sais, la femme qui est mariée, qui a 2-3 enfants, elle n'a pas le temps de se pomponner comme avant, de porter des vêtements couture et... Il y a beaucoup d'interchangeables aussi. Hein? Je pense que c'est commode parce qu'on peut changer le chemisier puis mettre, comme là, seulement la tunique. Exactement. La qualité du vêtement aussi est très bien apprêtée pour la québécoise. C'est un vêtement qui est léger. C'est important parce qu'il y a beaucoup de collections qui ne vont pas du tout ici avec notre type de femme. C'est pour ça que moi, les chandails que je dessine, vous savez, ça va être très étudié, très structuré. Pour étudier avec quelqu'un de très important pour savoir exactement ce que la québécoise peut porter, ne peut pas porter. Parce que n'oubliez pas que ces chandails-là vont être fabriqués en Europe, à Chenay plus précisément. Alors ça, c'est l'INEA qui revient.
Ça, c'est très frais, Suzanne. Oui. C'est très joli. Petit décolleté qui doit vous plaire, Ariel, hein? Énormément. Oui. Énormément. Ça peut être une robe de 5 heures, 5 heures comme 9 heures le matin, vous savez. N'importe quelle heure, hein? Oui. Ça peut être une robe cocktail, ça, oui? Oui, ça peut aller aujourd'hui. Les gens ne s'habillent plus aujourd'hui. Plus tard, Mais plus tard. ça se met bien puis ça s'enlève bien aussi. Ah oui? C'est important. Ça, c'est Marjolaine. Marjolaine Morin, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait joué dans Tout Chaud. Elle avait eu un très beau succès avec François Guy, tout ça. Elle prenait les mannequins pour moi, je le présente ça. Ça, c'est très joli. C'est en dentelle, de coton. Et la petite pochette est jolie aussi. Quand Alors, on était au couvent, on appelait ça une besace. une besace. Ça, c'est toujours du travail à porter. Toujours. Oui. Ça, c'est évidemment le prêt-à-porter. Ça, c'est le modèle mandarin ici. Présenté par Jojo. Jojo qui jouait dans Elsa, la louve DSS. Vous avez vu ce film? Oui. Oui, elle était là-dedans. Oui. Oh là là. Jojo Daou. Et remarquez le petit chandail, l'allure, le dessin. Décolleté Oui. très agréable, hein? C'est très bien fait, le dos. Elle Moi, j'aime dessine beaucoup très, cette très bien. collection-là. Oui. C'est Sérieusement, frais, c'est très léger, c'est frais. Vous savez? Les musiciens aussi, d'ailleurs. Ah, les rares J'ai entendu cette note d'approbation de Rodrigue. Tiens-moi d'accord, Rodrigue. Ah. Voilà, ça c'est un autre ensemble encore. Pantalon toujours qui est très à la mode cette année toujours. C'est une couleur très à la mode aussi. Oui, et puis ça peut être interchangeable également avec une jupe à plis ou vous savez, à rayures. Eh bien voilà, je pense que c'est tout le temps que nous avons à notre disposition. On vous remercie pour ces précisions, Gilles. Et on vous invite à un de ces jours, très bientôt, pour reparler de vos propres créations. Oui, on en Ça va? Merci bien. Merci beaucoup, Vous avez été Réal. bien chic. Merci. Au revoir. Merci. On regarde quelques messages et ensuite nous allons accueillir le nouvel évêque de Valleyfield pour parler de la position récente prise par l'Assemblée des évêques de la province. Restez là. Monsieur Dupont est fermier. Il s'est occupé de ses animaux et maintenant il peut voir à ses affaires. Monsieur Durand va oublier les problèmes du bureau pour quelque temps. Lui aussi va voir à ses affaires. Monsieur Dupont et Monsieur Durand ont quelque chose en commun. Ils sont sociétaires des caisses populaires de l'Est de l'Ontario. Voici le plus fantastique sauve-travail à vous être offert depuis des années. Dursol. Regardez, appliquez un peu de Dursol sur ce plan en cuivre et la ternissure, la saleté incrustée et les cernes causées par la chaleur disparaissent. Dursol nettoie et polit toutes les surfaces en métal en une seule opération. Et il est merveilleux pour nettoyer la porcelaine, le vinyle, le plastique et aussi le fibre de verre. Procurez-vous Dursol, la façon la plus facile de résoudre vos ennuis de nettoyage et de polissage. En vente dans ces bons magasins. Entrez à la Châtelaine et laissez vos yeux s'émerveiller devant les plus beaux vêtements de base et d'intérieur. La Châtelaine, où vous verrez aussi une collection de vêtements printaniers ravissants. Des vêtements aux couleurs riches, au style de grande beauté. La Châtelaine, pour des vêtements à la mode, à des prix qui vous plairont. La Châtelaine, place Fleur de Lys, boulevard Saint-Joseph à Hull. Du 20 au 30 mai, venez vous amuser au Salon du commerce à l'Arena de Hull. Il y a de nombreux manèges à essayer et plusieurs kiosques à visiter. Pour la première fois, l'Expo de Hull, un cirque sous la tente avec des animaux et des acrobates. De plus, tous les soirs, un spectacle différent mettant en vedette des artistes du disque et de la télévision. Vous en verrez de toutes les couleurs au Salon du commerce du 20 au 30 mai à l'Arena de Hull. Dans une veine plus sérieuse, maintenant, par le Jazz, nous allons aborder la plus récente déclaration de l'Assemblée des évêques de la province de Québec concernant la position, justement, des évêques sur l'avortement. Nous avons le plaisir d'accueillir à cet effet le nouvel évêque de Valleyfield, qui a été nommé à peine il y a quelques semaines, Monseigneur Robert Lebel.
Mes félicitations sont certainement d'usage. Félicitations et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. La position des évêques de la province et même du Canada n'est pas nouvelle vis-à-vis l'avortement. Bien sûr que ça a été condamné. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle prise de position des évêques de la province, Monseigneur? On nous a demandé d'intervenir pour dire notre point de vue dans le débat actuel. Alors, on ne s'est pas contenté de rappeler la position de toujours, qui est une position de non-acceptation de l'avortement provoqué, directement provoqué, mais on veut aller beaucoup plus loin que ça, puis ouvrir le dialogue, si c'est possible, avec ceux qui ont une opinion différente. Nous prétendons que le débat ne doit pas se confiner à la salle d'opération, étant pour ou contre l'opération de l'avortement, mais que le problème existe à bien d'autres endroits dans la société, et là, on peut, entre tenants pour l'avortement et contre l'avortement, dialoguer, puis trouver ensemble des choses à faire pour améliorer le problème et venir au secours des personnes qui sont aux prises avec ce problème. Est-ce que l'on peut dire que les évêques ont décidé d'être plus positifs devant le problème, comme vous avez dit tantôt, aller un peu plus loin? Comme exemple, qu'est-ce que vous préconisez justement pour tenter de régler ce problème-là? C'est une position positive que nous voulons adopter. D'abord, le document s'intitule « L'amour de la vie ». Alors, nous voulons prendre parti pour la vie et dire en quel sens. Et le fond du document est celui-ci. Nous ne nous contentons pas de rappeler un principe. Un principe, c'est pas une chose qui tient en l'air comme ça et qu'il faut suivre, bon gré, mal gré. Notre position fondamentale, c'est le respect des personnes. Il y a des personnes à respecter, et à respecter dans ce qui est le plus fondamental pour elles, la vie. Et ces personnes-là, c'est l'enfant qui demande à naître et dont nous voulons qu'on respecte la vie, mais c'est aussi la mère de l'enfant qui doit donner la vie à cet enfant et poursuivre sa maternité jusqu'au bout, malgré certains obstacles qui dépendent d'elle-même ou qui dépendent de la société. Alors, c'est le respect des personnes et de toute personne, l'enfant tout petit qu'on ne connaît pas, qui est anonyme, mais sa mère aussi, qu'il faut respecter, non seulement d'une façon négative en disant, bien, je ne la condamne pas, je ne la juge pas, mais respecter d'une façon positive en l'aidant, si elle a besoin d'être aidée de quelque manière, sur le plan social et sur le plan personnel aussi. Est-ce que vous avez des exemples? Vous parlez de changer en quelque sorte notre société pour régler ce problème. Quel exemple pouvez-vous apporter comme changement préconisé par les évêques? Il faut que notre société soit organisée pour se montrer accueillante à la vie. On propose des mesures sociales, on n'est pas des spécialistes, et puis on met la réserve que les législateurs ou les sociologues pourront voir ce qui est possible de réaliser. Mais on propose des mesures sociales. Par exemple, avoir une politique du logement. Je connais une personne qui se cherche un logement. Elle était fâchée à chaque fois, invariablement, qu'elle téléphone à un propriétaire pour demander un logement. On lui demande, avez-vous des enfants? Les enfants n'ont aucune place dans les logements, dans les appartements. Alors, ceux qui ont entre les mains l'industrie du logement devraient être rappelés à leur devoir de citoyens, puis à la justice élémentaire. Ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ont ce pouvoir-là entre les mains, d'empêcher leurs concitoyens d'avoir des enfants. Alors, le gouvernement, ou je ne sais quel pouvoir, devrait intervenir pour mettre de l'ordre là-dedans, afin qu'un couple qui veut des enfants trouve de la place pour élever des enfants. Mais ne croyez-vous pas, Monseigneur, que comme problème à l'avortement, comme solution du problème de l'avortement, le fait de dire nous allons changer notre société, que c'est un peu utopique, ça? Bien, c'est certainement... Il y a un aspect d'utopie là-dedans, mais si on se contente de ne viser que les choses immédiatement possibles à court terme, on n'avancera jamais. Alors on propose une amélioration de la société, plus de justice, plus de respect de toutes les personnes, une attitude accueillante envers la vie, mais envers aussi les gens qui sont d'un autre avis que nous, une attitude de dialogue. Alors on propose cela aux gens, on sait bien que demain matin, ça ne sera pas réalisé, mais si on le propose avec courage, et si on le propose avec insistance, et si on le propose surtout en agissant comme cela, eh bien, on espère que ça va s'améliorer peu à peu et que la société se montrera accueillante à la vie et que moins de personnes auront cette idée de se débarrasser d'un enfant et qu'elles ont en elles et qu'elles auront le goût davantage de mener à terme cette vie qui est commencée
et qui, selon nous, a le droit, un droit absolu de se continuer parce que c'est la vie d'une personne humaine. Monseigneur, pour en revenir à ce qui a précédé la prise de position des évêques concernant l'avortement, vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de, je dirais pas un non-sens, le mot serait peut-être un peu trop fort, mais entre la prise de position de l'Église vis-à-vis, par exemple, la pilule, et ensuite vis-à-vis l'avortement, ça voudrait dire que n'importe qui, maintenant, qui veut faire l'amour, est obligé, ou presque, d'avoir des enfants? Non, là, vous me posez une question très difficile, mais je pense qu'on a énormément simplifié la position de l'Église sur ce sujet-là, sur le sujet de la contraception. Le pape a parlé de paternité responsable. Alors, il faut être responsable quand on envisage une paternité ou une maternité. Ça veut dire qu'on n'a pas des enfants quand il ne faut pas en avoir, et puis on en a selon les responsabilités qu'on veut prendre à leur égard. Alors, ça suppose qu'il y a quand même des moyens de planification des naissances. Et la position de l'Église n'est pas simple comme le rejet de la pilule. Le pape n'a jamais parlé de la pilule dans son encyclique. Il y a bien des gens qui parlent de l'encyclique sur la pilule, ils ne l'ont jamais lu. C'est plus nuancé que ça, la position catholique et chrétienne sur la planification des naissances. Mais on tient quand même à dire que tous les moyens ne sont pas également bons et ne sont pas également recommandables. Parce que une chose est mauvaise moralement quand elle fait du mal à quelqu'un. C'est aussi simple que ça, la morale. Et puis, le pape n'était pas pour dire « prenez des pilules ». Si, dans 10 ans, on doit découvrir des effets secondaires très nocifs, alors le pape aurait été l'auteur ou aurait encouragé une chose qui est nuisible au bonheur des humains. Alors, c'est pas son devoir, son travail de parler de médecine puis de pharmacie, mais quand même, la position de l'Église et de l'Église, du pape et de tous les pasteurs, et puis inclus par conséquent les évêques et les curés, les prêtres, les directeurs de conscience, et je dirais aussi les couples chrétiens qui sont engagés dans la pastorale familiale, est beaucoup plus nuancé qu'un rejet pur et simple de toute forme de contraception. Monseigneur Lebel, dans votre document sur l'avortement, dernièrement, il y a une partie intéressante, alors que vous soulignez également la responsabilité des gouvernements en place vis-à-vis de ce problème de l'avortement. De quelle façon voyez-vous leur responsabilité? C'est sûr que les gouvernements sont responsables d'instaurer une politique sociale qui laisse de la place à la vie, qui laisse de la place à l'enfant, qui l'accueille d'une façon positive. Mais les gouvernements ne peuvent pas remplacer le climat social que les citoyens eux-mêmes ont à se donner. Je pense qu'on a les gouvernements qu'on s'est élus et qu'on mérite au fond. Et puis nos gouvernants, ils sont censés agir dans un système démocratique, alors refléter ce que la population désire. Et s'il y a dans notre population l'amour de la vie, un goût devant la vie, une espèce d'optimisme devant l'avenir, eh bien, nos gouvernements seront forcés et encouragés, en tout cas, à avoir des politiques qui envisagent l'avenir, des politiques natalistes. On a reproché à l'Église d'avoir été nataliste à tout prix. Il faudrait nuancer ça. Mais si on continue, comme Québécois, à avoir un taux de natalité aussi bas, on décline. Vous savez, on ne se remplace même pas, on ne renouvelle même pas la population actuellement. On est loin de la revanche des berceaux du passé, qui est un mythe aussi d'une certaine façon. Alors, il faut que la population se trouve un optimisme devant l'avenir afin d'aimer ceux qui représentent l'avenir, c'est-à-dire les enfants. On vous remercie pour ces précisions et cette visite, et de nouveau, bonne chance dans vos nouvelles fonctions, Monseigneur Lebel. Merci beaucoup. Monseigneur Robert Lebel, le nouvel évêque de Valleyfield. Quelques messages et ensuite le mot de la fin. C'est la vente du printemps au magasin Anna à Gatineau. Les prix des vêtements pour hommes et femmes sont réduits de beaucoup. Achetez un vêtement de 10 $, vous ne le paierez que 8. Un vêtement de 15, vous ne le paierez que 12. Aussi, les robes d'été pour dames valant jusqu'à 40 $ sont réduites à 5 $ seulement. Les ensembles en denim et en polyester pour hommes sont marqués à 19,97 $. Il y a de nombreux autres prix spéciaux à la vente du printemps du magasin Anna, 319 rue Notre-Dame à Gatineau. Allez-y dès cette semaine.
Rendez-vous au Montiqui à Mont-Laurier et découvrez un groupe de musiciens qui vous fera danser, un bon spectacle du mardi au dimanche, une belle salle à manger où on vous servira une fine cuisine française et canadienne, un dîner d'hommes d'affaires ou de délicieux fruits de mer, dont le homard que vous pouvez choisir vous-même dans un aquarium. Vous passerez des moments vraiment formidables au Montiqui, 450 rue du Pont à Mont-Laurier. La souveraineté politique, pour un peuple, c'est une affaire de santé tellement importante que ça ne doit pas se traiter à la légère. En commençant par devenir un gouvernement provincial, l'équipe du Parti québécois engagera donc la discussion avec Ottawa. Et si ça ne marche pas, eh bien c'est tous ensemble que nous trancherons la question par référendum. Tous les Québécois seront consultés et chacun aura son mot à dire librement dans cette décision collective. C'est la seule façon saine et démocratique de faire les choses, la voie de la dignité comme du gros bon sens. Ginette Renault en tournée. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. En première partie, Monsieur Pointu et son violon magique. 15 musiciens sur scène. Le décor, les éclairages et la qualité du son seront les mêmes que présentés à la Place des Arts. À tout le monde, c'est un rendez-vous. Malheureusement, c'est déjà terminé. On remercie nos invités. Au revoir, Monseigneur Lebel. À bientôt, j'espère. Au revoir, Suzanne. Passez une agréable soirée, mais comme c'est la coutume, on vous invite, il va sans dire, demain, même heure, pour une autre présentation de Parle Jazz. D'ici là, soyez heureux. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Delon.